Bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes le samedi matin, samedi 18 mai, et vous regardez Canal. En tout cas, on se retrouve en direct à partir du 21 boulevard des Martyrs avec toute l'équipe. La météo dans quelques instants, ça se passe avec Frédéric Cher, en espérant que vous ayez passé une bonne petite nuit. Quel temps pour aujourd'hui? Comment s'habiller exactement? C'est le week-end que l'on partage entre toutes les côtes de la Méditerranée, enfin partout dans le monde, hein. Le samedi, c'est week-end à Alger et en Algérie, et le samedi, c'est week-end un peu partout dans le monde. Donc du coup, excellent week-end à vous tous. Cette fois, c'est très juste. Alors ce matin, Abdelhakim Meziani, comme tous les samedis, avec lui, on va parler de l'Agora du livre. On va revenir sur Mediabook et des éditions ENAG. Retour sur cette nouvelle rencontre, celle de mardi prochain. Sherifa Bilek, elle est archéologue. On va parler de Massinissa et on reviendra bien évidemment sur l'Agora du livre. Alors Massinissa, au cœur de la consécration du premier État numide. Alors c'est El Khroub, Constantine, 20 au 22 septembre 2017. Alors ça c'est les actes du colloque international de Constantine qui s'est déroulé à El Khroub, où ça parle d'ailleurs de Massinissa. Et puis ce sera l'occasion, tiens pourquoi pas, par la même occasion, de parler de Yasmina Khadra, avec l'outrage fait à Sarah Iker, le fameux roman de Yasmina Khadra paru aux éditions Casbah, sur ce cas précis. C'est à découvrir. En tout cas, ce sera l'occasion d'en parler avec monsieur Meziani. Aussi, Moussa Khobzi, il est président d'une association pour la sauvegarde du patrimoine de Grara. Alors, le Grara, à découvrir. Qu'est-ce que le Grara déjà, pour commencer? On va parler du mois du patrimoine. Aujourd'hui, c'est la grande clôture. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Ça a débuté le 18 avril et ça se clôture le 18 mai. D'ailleurs, plusieurs musées, lieux de patrimoine ont organisé leur soirée de clôture, notamment le musée du Bardo. C'était jeudi dernier. Alors, du coup, le mois du patrimoine à définir ce matin avec Moussa Khobzi. On va parler du Grara également. Le Guérara à découvrir ce matin sur le plateau avec notre invité président de l'association pour la sauvegarde de ce Guérara. Et aussi, retour sur ce mois du patrimoine qui a pour but avant tout de réconcilier la population avec son patrimoine. Sauf que l'ensemble du patrimoine pendant ce ramadan est fermé. Donc du coup, alors 18 avril, 18 mai, au-delà des célébrations administratives et ministérielles, on n'aura vécu aucune forme réelle de célébration du patrimoine. C'est ce qui est dommage et c'est ce qui est déplorable. Elle s'appelle Messaoudi Dawa. Alors, elle est à découvrir, elle est ingénieure conseil, elle est génie conseil, c'est à découvrir, c'est un peu les nouveaux métiers, les nouveaux métiers faits et que l'on maîtrise grâce à des formations qui sont données dans certains établissements. Alors, elle va nous parler de son expérience, c'est dans le secteur des ressources humaines, pour plus précisément, elle s'occupe de la mobilité géographique des personnes physiques et non pas des entreprises. C'est à découvrir en tout cas avec Saoudi Dawa qui sera sur notre plateau. Et puis on finit tout à l'heure avec Maya Amrani. Maya Amrani qui reçoit aujourd'hui, devinez qui? Ah bah oui, qui est la meilleure amie de Maya Amrani? Médecin meilleure amie de Maya Amrani, elle s'appelle Linda Oumnia. Ah oui. Ah bah oui, et elle fait son J'allais le retour. dire, mais je voulais pas. Vous aviez peur de vous tromper de personne. Alors effectivement, bon, elle sera avec elle. On va parler nutrition, forcément. Vous, avez- vous en Et avez un chaque soir. à chaque soir. Vous en Oui, avez je un mange. préféré? Vous avez une Euh, boutique en particulier, enfin un quartier en particulier où vous l'achetez? oui. C'est où? C'était à Alger Centre et là, il s'est déplacé à Bouzaria. C'est un Ah, ancien. ah oui, Mm. Algesson de Bouzelin. Ça doit pas être compliqué à retracer. Il s'appelle comment? Je me rappelle pas. Mais il s'est déplacé à Il est Il très est très toujours aussi bon. ancien. Toujours Oui. aussi bon. Oui, oui. Ouais. Alors, je vais vous raconter la petite anecdote du jour et on commence l'émission juste après. Il y a un grand pâtissier qui vend un super blues à 150 dinars. Alors, c'est vrai que le prix est assez cher. Alors, du coup, on commence à le consommer. Puis, un jour, on remarque que ce pâtissier se fait livrer ce fameux blues. Et donc, on regarde juste la personne qui le livre et puis on ne suit pas. On continue d'acheter le blues à 150 dinars. Et un jour, tu es de passage. Alors, t'es où de passage exactement? C'est que t'es de passage du côté d'un quartier populaire. Et c'est à ce moment-là que tu vois le même livreur qui a vendu ce fameux Qalbellouz à ce même pâtissier qui te l'a vendu à 150 dinars, ressortir d'une autre pâtisserie qui, elle, c'est à partir de là que la marchandise partait. Alors, vous rentrez dans la fameuse pâtisserie, vous demandez, vous dites à combien est votre Qalbellouz et on vous dit, il est à 40 dinars. Et tu te dis, c'est l'emballage qui fait tout. La météo, mesdames, messieurs. T'as tout compris quand t'as compris cette blague-là.
Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Alors du coup, je sais pas si vous avez compris mon histoire, mais c'est que quelquefois, c'est l'emballage qui fait la différence, non pas du goût, mais du prix. C'est tout. C'est fou. Alors l'emballage du jour, c'est peut-être la météo, hein. C'est comment va être garni le ciel. Et ben c'est avec vous, Félix El Cheikh, on y va. Bonjour à vous, Mharaz, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup de passages nuageux seront présents en début de matinée près des côtes centre et est, où Météo Algérie prévoit quelques faibles pluies vers le centre. À l'ouest, le temps sera voilé sur la partie sud. Rien à signaler, le soleil sera très présent. À noter des soulaments de sable au Sahara central, remontant parfois jusqu'au nord Sahara. Les températures prévues pour cet après-midi, les voici, elles restent très agréables vers le nord comme vers le sud, avec un maximum de 27 degrés à Relizan-Chlef, 26 à Tlemcen, 24 à Alger, Annabas, Kikda, Guelma, Betna, Sétif. Sur la partie sud, 35 à Bchara, Gardaya, 33 à Biskra, 36 Hassim Saoud, 42 Tindouf, entre 44 et 45 au Sahara central et enfin 44 pour l'extrême sud. Place ce matin au Moyen-Orient. Aujourd'hui, eh bien, le temps sera couvert à Bagdad, voilé à Riyad, Abu Dhabi, Muscat, Jeddah. Un temps pluvieux est prévu aussi à Sanaa, côté température 35 à Riyad, un maximum de 44 degrés à Khartoum, 37 au Caire, 30 à Damas, 28 à Amman, 36 plutôt à Abu Dhabi et enfin 33 à Muscat. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h49, vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météoalgérie.dz. Merci pour votre attention. À tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, bah c'est dit. En tout cas, il va faire plus ou moins beau aujourd'hui. C'est ce qu'on retient. Voilà. Voilà, avec des températures par contre moins élevées que celles d'hier. 24 sur la capitale. Ouais. Très agréable. Voilà, c'est le printemps en même temps. Nous avons commencé avec les Qalbelouz, je ne sais pas comment on va terminer. Ah, ça va être compliqué. Oui. Ça va être très compliqué. Alors du coup, on se retrouve dans quelques instants. Bah oui, avec Abdelhakim Mziani. Alors lui, il va nous parler de l'Agora du livre, retour sur Massinissa. On va parler de l'Agora du livre et aussi dans son déroulé de la semaine dernière également. Mais ce sera juste après cette escapade musicale. Bah oui. On va commencer avec un peu de musique. Allons-y.
Vous aimez ce genre de musique? Ouais. Moi, je suis ouvert à toutes les musiques. Ah oui? Ah oui. Vous avez quoi dans votre voiture? Hein? Vous avez quoi dans votre Toutes les voiture? musiques. Ah, vous pouvez pas avoir tout dans votre voiture. Si, monsieur j'ai Miguel. une compile, la musique andalouse qui est ma musique mère, Bah oui. tel le rap. Donc je passe. Ah, vous avez du rap? J'ai du rap, oui. Vous avez quoi? Vous avez J'ai- le petit Soul King? Non, j'ai des morceaux de rap. D'accord. Voilà. J'aime ce qui est bien. Non, ce qui est bien. Ce qui sonne bien, bah, je sonne comprends, hein, bien. je comprends tout à fait, bah, c'est bien. Le rail, j'aime bien. Quel Le rail, rail? lorsqu'il est bien exécuté, lorsqu'il est bien restitué, Ouais. bien orchestré. Il y a un spécialiste rage, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un journaliste, c'est Ismaël K. Smaïl K, oui. Ah oui, de Oui, Lointan. de Lointan, Ah oui, oui, ah oui. bien sûr. Lui, il a Et- écrit plusieurs ouvrages sur les Ouais, vieilles et- chirettes, sur, oui, mais sur le vieux rail. il y a et tout. deux autres personnes assez Ah, intéressantes. sûrement, oui. Il y a Haj Mdiani Oui, ah bah oui. et Gafaiti. D'ailleurs, ils ont commis un livre sur le rail il y a C'est très ça. longtemps. Oui. Ouais. Bonjour madame, Bonjour. Sherifa Bilek, bienvenue à vous, vous êtes archéologue. À la base, oui, une formation d'archéologue, mais je suis, je suis au HCA en ce moment. Bienvenue, bienvenue sur le plateau. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes en forme, hein, c'est fou. Ah oui. Super, ah, je suis C'est content bien. de voir ça en même temps. Alors du coup, vous allez, si vous êtes là, c'est que forcément, vous êtes à l'affiche de l'Agora du livre. Mais avant d'en parler, en tout cas c'est un plaisir de vous recevoir. On va revenir d'ailleurs sur Massinissa au cœur de la consécration du premier État numide. C'est les actes du colloque international qui s'était déroulé à Constantine du 20 au 22 septembre 2017. Ça on en parle si vous le permettez ce matin. Mais juste avant, on va d'abord revenir sur, sur mardi dernier. Mardi Alors, dernier. qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça va encore Vous m'étonnez. t'étonner, puisqu'il y avait du monde. Il y avait du monde. Ah, c'est fabuleux chez vous. Mardi, à 14 h, il y avait du monde. Peu d'Algérois, encore une fois. Ah oui, hein, c'est fou. Mais il y avait donc la marque. Mais- La marque d'Alger, Mais c'est à la force de Casbah. répéter qu'il y avait très peu d'Algérois, donc on peut finir par se dire qu'il y a très peu d'Algérois qui regardent cette émission, et du coup il y en a très peu qui ont le message qui... Oui, mais il y en a reçoivent beaucoup cela. sur Facebook, mais on ne les retrouve pas, par Ah, vous exemple, les recevez, au vous les- niveau de cette activité Ça vous peine culturelle. Ça vous peine de... Ça me peine quelque part parce que le livre est sur Alger. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'Alger, qui se disent algérois de souche, mais qui ne connaissent rien de l'histoire d'Alger. C'est effarant. Donc ces manifestations... Même pas venir offrent- à une rencontre littéraire ne veut pas dire forcément qu'on ne s'intéresse pas au livre en question ou qu'on ne s'intéresse pas à l'histoire d'Alger. Ça peut être aussi le fait de venir d'autres jours, à d'autres moments, se procurer juste l'ouvrage et puis le Voilà. lire sans avoir Non, besoin là, de... Voilà, en fait la satisfaction vient de là. C'est-à-dire, nous ne faisons que semer. Et C'est ça. après, c'est aux gens de réagir. C'est ça. Là, c'est l'information qui est portée à la connaissance de tous à travers Facebook, à travers donc Canal Algérie et la presse nationale. Maintenant, il y a des gens effectivement qui se présentent hors Oui. Agora du livre pour demander donc l'exemplaire souhaité. C'est ça. Assari donc a présenté son livre. Il y a eu un débat très intéressant parce que parmi les participants, il y avait des spécialistes comme Ouais. Omar Hachi, qui est l'historien type d'Alger. Il y avait l'Arbish Bouden, il y avait Louhal Nordin, notre confrère de Liberté, Ouais. et bien sûr la Fondation Casbah était en force. Il y avait beaucoup de représentants de cette association. Un débat très passionnant, très intéressant. Oui, on a abordé le problème de par qui a été construite la Casbah. Et alors, Et ça du a coup- suscité quelques étincelles, mais vite endiguées par l'histoire. Ouais. Voilà. Donc, Mais ce qui est bien, oui. c'est que la même question, vous l'auriez posée il y a quelques années, on aurait tous été d'accord sur l'histoire officielle. l'histoire Sur officielle. l'ensemble des sujets qui ont été abordés Très, très juste. pendant plus d'un demi-siècle. Très juste. Très juste. Maintenant qu'il y ait des étincelles dans des débats sur l'histoire qui relèvent d'un temps lointain ou d'un temps pas si lointain Pas que si ça, donc lointain. à moins d'un siècle, Comparé je veux à dire, celui de c'est déjà Massinissa. une évolution Oui. exceptionnelle. Et puis voilà, et les participants ont mis en relief, pour corriger un petit peu les affirmations donc rapides,
Oui. les raccourcis historiques, comme je les appelle, ils ont reconnu qu'à partir du XVIe siècle, les janissaires à Alger, pas l'Empire ottoman, encore une fois, les janissaires à Alger, avaient permis, Vous avez un problème avec l'Empire ottoman. sous la direction de Khairuddin, de faire d'Alger une capitale très courue, très crainte aussi. Voilà, mais je n'ai rien contre l'Empire Alors, ouais, ottoman. mais vous savez, je ne peux pas vous contredire avec mes faibles connaissances en histoire. Mais nous avons tous Concernant- des faibles connaissances. Non, mais peut-être, mais il aurait peut-être fallu. Moi, ce que je souhaiterais, j'ai un message que j'envoie, un message que je souhaite qui arrivera à bon port chez Myriam, c'est que samedi prochain, on puisse sur ce même plateau vous permettre d'amener avec vous une personnalité qui connaît l'histoire, qui maîtrise Ouais, l'histoire, ouais, qui ouais. pourra défendre la thèse que vous arborez et que vous présentez chaque samedi. Mais moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore quand vous remettez en question des faits Oui, c'est vrai, c'est clair. comme l'impact de l'Empire ottoman ou autre. J'aime bien, mais après, il y a des faits qui sont là, qui sont prouvés, qui sont avérés, C'est qui ça, montrent oui. qu'il y a eu un passage. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a un problème sur le fait qu'on nie complètement leur passage par Alger. Maintenant, vous choisissez votre personnalité et on choisira la nôtre. Très bien. Et on fera un débat Contradictoire. oui, pas de contradictoire problème. dans les normes et dans les règles. Non, il y a- mais après, moi j'aime beaucoup les contradicteurs et les gens qui viennent et qui affirment avec totale responsabilité le fait qu'ils Non, qu'ils mais défendent leur il y a position. des faits. Oui, La dernière fois, notre ami Delaï Doran avait dit oui, il faut des analyses scientifiques pour prouver cela, etc. Mais il y a une question de logique. oui. Si l'Empire ottoman était venu comme annoncé, il serait venu avec son armada, il aurait balayé les Espagnols au niveau du Pénion d'Alger. Mais comment se fait-il que les Espagnols soient restés au Pénion d'Alger jusqu'en 1529 ? Oui. Alors que la date supposée de l'arrivée des Ottomans en Algérie était 1512-1516. Il y a une question de logique. Ensuite, comment se fait-il Ils qu'on ont peut-être dise... juste cohabité, non? Pardon ? Ils ont peut-être juste cohabité. Non, ils ont cohabité par la suite. Oui. Ils ont parce qu'ils sont venus de Djidjel, donc ils ont pris la route dirigée par Ath Belkadi, le chef berbère. Et donc ils ont fait semblant de chasser les Espagnols jusqu'au jour où le roi Selim Toumi d'Alger avait décidé de les faire partir. Lorsqu'ils ont appris ça, ils ont donc programmé son assassinat et c'était le coup d'État. C'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir. Et c'est sur l'administration locale, donc l'administration était en arabe. C'est sur l'administration locale qu'ils se sont appuyés et qu'ils se sont renforcés, voilà. Voilà. Adam Akel. Bon, bah samedi prochain, on attaquera. On contre-attaquera sur cette thématique. Peut-être Oui. même avant samedi, on a le temps. Hein. Inch'Allah. Alors, du coup, ce matin avec vous, vous avez assisté à tout cela. Vous avez peut-être un avis, vous voulez réagir sur la Non, question j'ai des pas Ottomans ou assisté pas? malheureusement. Non, sur la question des Ottomans, sur Alger et sur l'Algérie, ça. Non, c'est très bien. Moi, je suis obligé de vous permettre de réagir si vous avez envie de réagir. Après, que vous ne répondiez pas à la question, ça n'est en aucun cas un problème. On va parler de Massinissa ce matin. Pourquoi Massinissa? Tiens, on y va. Abdelhakim Meziani, Madame Shrifa Bilek. Oui, on a dit que le principe était que pour ce mois de Ramadan, on puisse favoriser des discussions autour de la spiritualité, autour de l'histoire de ce pays, une histoire qui demande à être reconquise. Mais comme dirait l'autre, mais à l'ouragan, on préfère la brise, hein, s'il est permis de parler ainsi. Alors, nous avons choisi le personnage de Massinissa parce qu'il cadre merveilleusement bien avec les aspirations du peuple algérien. Et oui, on a l'impression que l'histoire se refait, sauf que nous n'avons pas un Massinissa, malheureusement. On aurait pu l'avoir avec Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et le sujet n'est pas politique ce matin, Voilà. M. Meziani. Alors, donc, automatiquement, Massinissa, c'est un peu l'Algérien de la période coloniale qui s'était retranché sur les maquis. Il était à un moment donné une sorte de bandit d'honneur, comme Mahmoud Doumerri par exemple, et d'autres, comment dirais-je, d'autres résistants algériens. Donc, il s'est renforcé
en se repliant sur lui-même, en faisant cette longue marche. Et par la suite, il a été à l'origine de la création, notamment après la mort de son père et de son frère. Il a été à l'origine de la création d'un État particulièrement fort, un État qui peut faire rêver les Algériens d'aujourd'hui, où les autochtones parlaient plusieurs langues. En plus du berbère, ils parlaient le grec, ils parlaient le latin, sans compter la langue punique aussi. Donc c'est un monsieur qui était ouvert, très ouvert sur les arts, sur les sciences, et encourageait donc les scientifiques de tous les pays à venir s'établir en Numidie de manière à renforcer donc ce peuple. C'est pour cette raison que ce monsieur a été choisi, parce qu'il symbolise à merveille les aspirations actuelles de notre peuple pour les libertés démocratiques, pour une indépendance nationale forte. C'est lui qui avait déclaré à la face des Romains que l'Afrique appartenait aux Africains et qu'elle n'était pas à vendre. N'est-ce pas, madame? Oui, monsieur Mziani, effectivement. Je crois avant de faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, effectivement, nous sommes déjà le 18 du mois de mai, c'est le dernier jour du mois du patrimoine. J'espère que le patrimoine, on doit s'y intéresser en tout cas toute l'année, pendant toute l'année. On est en plein dedans. Et oui, nous devons prendre soin, effectivement, de notre patrimoine, le préserver, mais le fructifier. Ouais, mais et le fructifier comment? Cette année a été complètement raté. On pourra le dire en termes d'activité, en termes de comment rapprocher la population du patrimoine, de comment réconcilier les deux. On n'a absolument rien fait au-delà des célébrations administratives et ministérielles qui ne profitent à personne. C'était juste la parenthèse que l'on va fermer et que l'on va vous permettre de continuer sur organiser des colloques sur l'histoire ou sur le patrimoine, ce n'est pas des célébrations, donc... Monsieur Mehrez, mais je ne généralise pas non plus. Hein. Je ne suis pas non plus un donneur de leçons ni un moralisateur. Voilà, je dis juste ce qui a été établi par le ministère. Pour enchaîner sur ça, allez-y, continuez. La jonction est toute faite. Pour enchaîner donc sur le travail du HCA, justement, ça, pour fabuleux. Mettre effectivement, nous avions commencé déjà depuis quelques années à mettre en exergue effectivement donc des périodes, notamment la période historique numide qui a toujours été occultée au fait. Hein. Moi, je disais tout à l'heure que j'avais fait archéologie, mais dans le programme qu'on avait eu, on avait zappé complètement cette période. On avait fait sur l'Égypte, sur Rome, sur la Grèce, mais pas du tout sur la Numidie. C'était la zone, si vous voulez, la fourchette chronologique qu'on n'avait pas touchée du tout. Et donc, pour revenir au HCA, nous avons initié effectivement une série de colloques sur ces figures de proue, ces figures historiques qui nous rappellent notre histoire profonde, qui n'a pas commencé bien entendu avec l'histoire de la Numidie et qui plonge ses racines dans la préhistoire. Nous avons maintenant 2 dates clés, 2,4 millions d'années et 1,8 million, 2,4 millions. Donc c'est les résultats de recherche de l'équipe algéro-française récemment, n'est-ce pas? Et puis pour 1,8 million, c'est le plus ancien homme, celui de Ternif, qui date de 1,8 million. Donc pour revenir aux figures de proue historiques, je vous disais que nous avions initié effectivement un colloque sur Massinissa, donc les actes que nous voyons tous, que vous voyez donc là, en coédition avec l'ENAG. Nous avons aussi fait un colloque sur Jugurtha à Frontorum, sur Apulé de Mador pour le côté littérature. Nous avons fait un autre colloque sur Sifax aussi, qui était un grand stratège et qui était contemporain aussi de Massinissa. Tout le monde connaît l'histoire. Contemporain, rival. De la Massilide et de la Masséicide. Une rivalité entretenue par Carthage. Effectivement. Qui va sortir donc pour le colloque de Sifax. Qui avait utilisé une belle femme pour exacerber les contradictions entre les deux hommes. Oui, si vous permettez, Monsieur Mzani. Donc, d'abord, ça rentre dans le cadre effectivement de la promotion de Tamazir, ça donc assigné au HCA entre autres, mais aussi si vous voulez, c'est attirer l'attention justement sur l'état des recherches sur cette période-là. Les recherches, je disais, elles étaient lacunaires. Si vous voulez, ce que nous avons eu comme écrits, ce sont des écrits de vainqueurs, d'occupants et d'étrangers.
nous devons écrire notre propre histoire à nous. Et c'est aussi, nous voulions aussi mettre à la disposition, si vous voulez, pas seulement de l'éducation nationale, mais surtout un outil pédagogique pour une exploitation justement pédagogique, pour introduire ces aspects historiques-là dans les programmes et les manuels scolaires algériens. C'est une façon aussi de contribuer à la transmission de la connaissance historique, bien entendu. Excusez-moi, Mahez, pour revenir à Massinissa, parce que M. Mzani avait commencé... Je vous ai pas coupé la parole, hein, j'ai fait des onomatopées pour accompagner votre discours. D'accord, merci. Et donc, vous disiez, vous aviez commencé par une sorte de bandit d'honneur. Mais avant cette petite période-là où il était effectivement paria, parce que effectivement sa rivalité avec Sifax, en effet, avait laissé des traces. Pourquoi? Parce que déjà avant qu'il y ait Massinissa, il y avait son père Gaïa, qui s'est vu grignoter un peu son territoire, le territoire Massil par Sifax. Mais pour remettre un peu tout ça dans le contexte de l'époque, de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ et du début du IIe siècle, c'était les guerres puniques où il y avait deux superpuissances. C'est la géopolitique, le monde n'a pas changé, n'est-ce pas? Donc il y avait deux puissances, oui, qui rivalisaient dans le bassin occidental de la Méditerranée, et la troisième voie, la troisième force, c'était les rois numides, et les deux puissances cherchaient vraiment à s'allier, les deux rois, et donc bien sûr des jeux d'alliance, de mésalliance, des jeux d'influence, et avant qu'il ne devienne paria, au fait, Massinissa était un grand guerrier qui a été envoyé pour son père pour combattre les Romains en Hispanie aux côtés des Carthaginois. Donc avant de devenir un bandit d'honneur, il était d'abord un guerrier d'honneur. Ah oui, carrément à la tête de la cavalerie numide. Là où il s'est forgé une personnalité de dirigeant, c'est cet exil intérieur, oui, cette longue marche qu'il a favorisée, donc en s'attaquant aux intérêts carthaginois notamment, et c'est là où il s'est donné une dimension, je ne dirais pas nationale encore à l'époque, mais une dimension régionale importante qui lui permit donc de succéder à son frère. Voilà. Son père, oui, tout à fait, parce que quand il est revenu, effectivement, parce que d'abord il était allié à Carthage, hein, son père était allié à Carthage. Je parlais des jeux d'alliance et de mésalliance. Il y avait fait ses études d'ailleurs. Oui, et quand Sifax s'est allié à Carthage, parce qu'il avait épousé Sophonisbe, qui est entré en scène donc, à partir de 206 avant Jésus-Christ, et Massinissa s'est allié à Rome. Mais je crois qu'il avait déjà le dessein, effectivement, de récupérer d'abord les territoires de son père. Oui. C'est devenu une petite conclave entre la Massaïcilie de Sifax et Carthage. Ça se rétrécissait. Donc déjà, il avait le premier dessein de récupérer les territoires de son père, et puis d'agrandir son territoire de l'ouest comme de l'est. Et effectivement, il a été effectivement au cœur de la consécration du premier État numide. C'est le premier qui a réussi à unifier donc la Massaïcilie et la Massilie. Et en allant plus loin, il avait même pris des places à Carthage, beaucoup de villes, plus de 70 villes vers l'est. Mais géographiquement, on est sur quel territoire? C'est toute l'Afrique du Nord. C'est toute l'Afrique du Nord pour la première fois. C'est quoi? C'est du Maroc et l'Égypte? Non, pas jusqu'en Égypte, jusqu'en Libye. Vous savez, l'extrême ouest de Tunisie et la Libye, oui. L'extrême ouest de la Tunisie et la Libye. D'accord, on rentre en Libye, d'accord. Oui, mais c'est vraiment la grande partie de l'Afrique du Nord. C'est le grand territoire du Grand Maghreb. Et c'est ce qui n'est pas rien. Il a réussi à organiser cet État, donc une organisation parfaite pour l'époque, une économie prospère, un pays stable. Alors, une monnaie qui est symbole de souveraineté, effectivement, et un roi qui a réussi donc je disais, à unifier tout ce territoire, ce grand territoire, pendant 50 ans. C'est pas rien, demi-siècle. Qu'est-ce qui a causé la chute alors après, oui, parce qu'entre ses fils, après, c'est les guerres de succession. Lui, oui. On les a aussi. Oui, rien n'a changé. À l'heure actuelle, rien n'a changé. Voilà, rien n'a changé. Il aura vécu quand même 90 ans. 90 ans. Ce qui est remarquable, c'est que Massinissa est mort vieux. Il n'est pas mort parce qu'il a été assassiné ou parce qu'il était en pleine guerre. Il y avait
pratiquement pas de grande révolte en son époque. C'était quelqu'un qui était aimé par son peuple. On disait de lui qu'il avait une bonne morale, qu'il était Et diplomate, qu'est-ce qu'on a qu'il était gardé de stratège. Massinissa aujourd'hui dans les gènes du Grand Maghreb et des Maghrébins? La liberté, le sens de la liberté, Ah, vous parce qu'il pensez que ça n'était vient de pas là? vassal. Oui. Il a réussi quand même. Rome n'intervenait pas pendant cette période. Il a réussi Et quand qu'est-ce qui a même. fait cette stabilité la entre liberté. son royaume et l'Empire romain? Comment ça Mais Il le comment craignait. vous expliquez Il le que- craignait. Non, Vous il y savez avait quand d'abord il le avait d'abord craignait. une alliance stratégique entre Rome Oui, parce qu'il fallait C'est que ça. Carthage ne soit pas aussi... oui, ouais. effectivement. Mais bon, c'est de bonne guerre. Et puis, parce que Massinissa travaillait pour les intérêts de son royaume. Et Il d'ailleurs, fallait c'est que pour son ça- royaume soit toujours fort. Oui, il fallait contracter alliance avec Rome. Et c'est pour cette raison qu'il a été, comment dirais-je, affaibli. Ce sont les Romains qui ont été à l'origine de sa chute. À partir du moment où il avait déclaré que l'Afrique était aux Africains Ça- et qu'il il ne le voulait craignait, en mais aucun bien cas sûr. se mettre sous la domination romaine, Oui. Rome a des Scipion, pour être plus... Ouais, oui. avait décidé donc de l'affaiblir, comme il a d'ailleurs brûlé Carthage sans, 149, sans, 149, sans aucun 149. remords. En deux mots, qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous vous rappelez? Moi j'ai reçu le... Vous connaissez l'artiste? Vous avez de la Et chance. comment il s'appelle, Oreo? Comment s'appelle Oreo? Il a fait un succès mondial de dingue. Moi j'ai reçu, il était assis à votre place en plus. C'était pendant le Panaf, 2009. Oh, ça fait... Oui. Événement fabuleux. Ouais. Événement fabuleux, je tiens à le dire. Bah, Ah, il oui. faut- Exceptionnel. voilà. Exceptionnel Comme sur tous les celui de plans. 1969, le premier festival. Ah, celui-ci était culturel exceptionnel aussi. africain. Était Ben, c'est bien, exceptionnel. il faut se recentrer sur l'Afrique. Ah ouais, non, mais ça, on n'arrête pas de le répéter. Voilà. Mais nous sommes africains, de toutes les manières. Voilà. Ouais, mais on a tendance à croire qu'on vient Même si plutôt nous revenons de l'Est. loin. Hein. Ouais, nous revenons de loin. Ben, la Alors, rigueur, juste... attendez un moment. En deux mots, Oui. vous disiez, parce qu'il parlait des langues. Massinissa était un amoureux des lettres, des arts, des langues. Il Des avait sciences. bâti des Oui. villes, des sciences. Il avait fait le grec, lui aussi. Il a étudié à Carthage. Il a envoyé ses fils en Grèce. Il a organisé l'agriculture. C'est Ah pour oui, cette alors raison là, il a que sédentarisé la son Numidie peuple. était En un grenier à blé. encourageant- Ah, je vais donner une info. Oui. Justement, il y a une inscription grecque à Délos qui Oui. dit ceci, que Massinissa avait fait un don de blé à la cité de Délos en l'an 181 avant Jésus-Christ. S'il faisait des dons, c'est que vraiment il y avait de l'exportation, il y C'était avait un grenier de à blé. l'excédent. C'est qu'on Ce prospérait n'est à pas l'époque. usurpé. L'Afrique Alors, du c'est pas Nord, usurpé. grenier de Rome, Je c'est vous pas donne 30 usurpé. secondes, 30 secondes pour donner envie aux gens qui nous regardent de venir assister à votre conférence. Non, mais l'envie existe déjà. Ça y est. Attendez. Après son intervention, ça y est. Non, mais allez, Charles. On fait comme les signatures des bandes annonces, des bandes annonces de films. Alors, en 30 secondes. Oui, il faut venir effectivement mardi, n'est-ce pas, Monsieur Mezziani? En force, En force, pour qu'on discute un petit peu de ce qui est écrit de Massinissa, de la période numide, et pour vous inciter aussi à aller plus loin dans vos lectures, dans les recherches. Puis connaître son passé, c'est important, surtout, hein. C'est très, très important, effectivement. Il y a une Merci d'avoir été information- parmi nous. Oui. Il y a une information à donner, c'est que en Grèce, et à l'époque déjà, une statue a Oui. été érigée en l'honneur de Massinissa, et bientôt sera inaugurée la statue qui a été réalisée donc à Alger. Ah oui, où C'est sous l'égide de l'APC d'Alger Centre. Mais Du elle Haut va- Commissariat à la Majorité, Et la du Haut PC Commissariat à la d'Alger, une Majorité. statue de Massinissa. Bon, Convient-il de bientôt, préciser Mais Oui. ça allait où? Il était question de Tefoura, D'accord. en principe. Voilà, c'est là, Ah, c'est bien. Il là-bas. était question Ah bah, de c'est très Tefoura, bien. voilà. C'est un bel Alors, endroit en plus. oui. Alors, juste un mot. Vous avez ramené avec vous Ismail Khadra, pourquoi? Ben, Esmila Khadra, je l'ai ramené, oui, il est là, il est avec nous, donc sur le plateau. Alors, c'est pour dire que le livre est déjà dans les librairies. Chez Casbah. C'est Casbah Édition qui l'a édité. C'est un livre qui va certainement plaire au public. Ah, ça parle quand même de mœurs et il y a d'histoire de couple et de tromperie. Hein. c'est du suspense, c'est une façon aussi de s'attaquer à la corruption. Ouais. Et Yasmina Khadra nous démontre à l'évidence qu'il a du souffle. C'est Ah oui, non. c'est un thriller. Ouais. Et les Algériens sont férus, puisque nous avons un auteur, Allah yarhamou, Saleh, qui a obtenu son bac
derrière, dans les géoles coloniales, c'est Djemal Dib, Allah yarhamou salih, qui a été l'auteur de La résurrection de Antar et d'autres titres. Ouais. Des livres policiers carrément qui intéressent énormément les Algériens. Bon, quand vous le ramènerez chez Mediabook, vous le ramenez sur le plateau? Bien sûr. J'aurais une petite anecdote à lui raconter, un petit échange qui s'est déroulé en France entre lui et un journaliste de la chaîne 3. Il est allé le voir et il s'est vengé de la non-reconnaissance qui existait dans les institutions algériennes vis-à-vis de sa personne sur un petit journaliste qui s'appelait Reda Warab et que je salue aujourd'hui, qui a été juste lui tendre un micro en tant que correspondant, et lui il a dit la France me paye bien alors que vous me méprisez. Et le petit journaliste ne comprenait pas, il le regardait, il se dit mais monsieur Khadra, moi je vous ai rien fait, moi je vous aime. Oui, mais on peut lui pardonner à partir du moment où il a des œuvres intéressantes et qui sont traduites de par le monde. De toute manière, tout le monde change, même Kemal Daoud a changé, surtout quand on regarde ses anciennes positions sur l'islam et autres, et quand on voit aujourd'hui comment il a mis de l'eau dans son vin et comment il est un peu plus unificateur. De l'eau dans son petit lait. De son petit lait. Massinissa aurait été content de vous entendre. Hein. Merci Abdelhakim Mziani, c'était un plaisir de vous recevoir. Madame Chérifa Bilek, merci. Mardi, mardi 14h. À 14h. Ok. À la même station. Voilà, j'ouvre juste la parenthèse. Par rapport à vous, c'est très bien parce qu'on parle beaucoup de Ramadan la nuit et en fin de compte, vous faites partie de ceux qui maintiennent des événements dans des heures normales. Parce qu'il y a ceux qui ne sortent pas la nuit, forcément. Ah. Voilà, reportage à station rupestre de Oued Mouila. Ça vous dit quelque chose ou pas? C'est dans la région d'Al-Bayed et c'est Rahim Abdelaziz qui nous en parle d'ailleurs ce matin. C'est une station à découvrir. C'est une station rupestre donc de Oued Mouila. Et c'est un extrait d'un documentaire de Rahim Abdelaziz. Alors le lieu, c'est le lieu dit Mektouba. Je vous en dis pas plus, vous allez découvrir juste après, je vous en parle. Allons-y. Au sud d'Al-Bayed, s'étend Oued Mouila qui tient sa source de Ain Arad. Cette région fut un habitat pour l'homme préhistorique. L'Oued est à sec et ses alentours immédiats constituent un parcours pour le cheptel ovin. On y rencontre un riche cortège floristique. Au lieu dit Mektouba s'impose une station rupestre. On découvre des scènes que cristallisent des gravures représentant des animaux ainsi que des formes humaines. Nous sommes à 40 km sud-ouest d'Al-Bayed, dans la station El-Mektouba, la pierre écrite dans la commune de Krekda. Cette station représente 5 tableaux. En dessous, il y a 3 tableaux. Un représente un gros félin. Le deuxième tableau, 2 bovidés avec cornes annelées. Une autruche. Le troisième tableau, un gynanthrope. Et un bovidé. En dessous, il y a 2 tableaux qui représentaient des félins, de petits félins, de style de Tézina. Ce sont surtout les bubales avec leurs cornes annelées qui attirent la curiosité des visiteurs. À ces animaux se greffe la gravure de l'autruche et surtout celle du gynothrope, cette forme humaine, grandeur nature. Plus bas, on découvre des bovidés de style Tézina. À l'extrémité ouest, existent aussi d'autres gravures de félins difficilement lisibles. Elles ont subi des altérations à cause de la rigueur du climat. D'autres gravures ont subi la dégradation par des visiteurs. En dessous, il y a un tableau qui est imité, il n'est pas réel, qui a été représenté par des visiteurs. Et ça rentre dans le vandalisme que subit ces stations. En somme, la station de Mektouba reste cette station phare des monts d'Ersor dont la portée historique relate bel et bien le prestigieux passé de l'homme de la région d'Al-Bayed et ce, durant la période néolithique. لا لا شد درنا دوكا وش حبيتها
Alors, excellente matinée, tiens. Alors, c'était un extrait d'un documentaire de Rahim Abdelaziz, comme annoncé, qui nous parlait donc aujourd'hui de la station rupestre de Oued Mouilah, dans la région d'Al Bayed. Au lieu dit de Mektouba, au sud d'Al Bayed, existent des scènes d'animaux, tiens, et d'êtres humains que l'homme de la période néolithique a immortalisé sur les parois rocheuses que vous avez constatées, vues et appréciées d'ailleurs dans ce reportage, à même une falaise de grès. Il s'agit de la dune, d'une station en tout cas rupestre à découvrir absolument, que vous avez vu d'ailleurs ce matin. La prochaine fois, quand il y aura la diffusion du documentaire complet, je vous promets de l'annoncer ici dans la matinale. En tout cas, excellent réveil, bienvenue à vous tous. Comme annoncé, on enchaîne notre escapade, c'est le mois du patrimoine, on le clôture d'ailleurs aujourd'hui. Et en parlant du patrimoine, il y en a certains dont on parle très peu. Et pourtant, c'est peut-être l'occasion de les découvrir avec Haj Moussa Khobzi, bienvenue à vous. Vous êtes président d'une association, l'association pour la sauvegarde du patrimoine du Guerrara, et non pas du Gourara. De toute façon, dès le départ, c'est ce qu'on avait dit. Alors, le Guerrara, qu'on va présenter avec vous d'ailleurs ce matin, à travers un ouvrage également, le recueil sur le patrimoine immatériel de Guerrara. On dit Guerrara ou on dit Guerrara? En français, Guerrara, mais en arabe, Guerrara. Guerrara, tout court. L'association pour la préservation du patrimoine de Guerrara, l'ASPG. Bienvenue à vous. En arabe, le Jafar. C'est bilingue. Ah si, non, j'avais compris. Mais le problème, c'est que le terrain sur lequel nous sommes, nous sommes sur la langue française, la langue, mais la culture algérienne, le patrimoine algérien, la tradition algérienne, les valeurs algériennes aussi. Et en amazigh, on dit Igrarn. C'est ça. La ville dit Igrarn. Alors, جمعية إحياء تراث لمدينة القرارة أزمول. Azmoul, c'est le nom, c'est le logo de l'association. C'est le Azmoul, c'est la référence, le repère. Alors, parlons-en un peu. Où se trouve le Grara? Grara, elle fait partie d'une commune, des 13 communes de Ghardaïa, à 120 km vers l'est, dans l'envers tout court, de la wilaya de Ghardaïa. Quelle est la particularité du Grara? La première particularité, il est loin du centre de la wilaya. Et c'est le siège du réformisme culturel du XXe siècle, le défunt Allah yarhamou Cheikh Beyoud. Oui. Il a fondé le fameux Institut El Hayat. D'ailleurs, ces jours-ci, le 21 mai, il a été fondé le 21 mai 1925. Donc, quoi donc? Ce 1925. 21 mai, c'est quoi exactement? C'est la fondation de l'Institut que fondé M. Cheikh Beyoud, à Guerrara. J'ai pas compris, la fondation de l'Institut. Ah, de l'Institut El Hayat, oui. Ah bah oui, de l'Institut El Hayat. Oui. Vous avez demandé quelle est la caractéristique de Guerrara. Oui, bah oui. Il se caractérise par ce institut qui a aujourd'hui près de 100 ans. Bientôt un siècle. Bientôt, dans quelques années, un siècle, Inch'Allah. D'accord. Parlez-nous un peu des atouts du Guerrara, racontez-nous. Alors moi, je suis en train de voir un superbe ouvrage qui a été qui est un projet cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne, on a compris par l'Assemblée populaire de la wilaya de Ghardaïa. Et le contenu de ce document ne reflète pas forcément la position. Bon, ça c'est... Si vous voulez, je vous parle un peu de l'association. Alors moi c'est l'association qui m'intéresse. Et c'est le Guerrara en lui-même. En termes de patrimoine, ça représente quoi aujourd'hui? Le patrimoine, puisque cette occasion, il y a deux occasions. C'est la clôture du mois de patrimoine. Du patrimoine. Déjà. Et en même temps, c'est la journée mondiale, le 16 mai, de vivre ensemble en paix. Et le patrimoine, c'est un facteur très important pour le vivre ensemble, le patrimoine. Quand on connaît, quand on découvre l'autrui, on le respecte, on connaît son identité, c'est grâce au patrimoine, surtout au patrimoine culturel immatériel. Alors, parmi ces patrimoines, tiens, à travers cet ouvrage, on découvre la tradition du Baba Hadjou. C'est quoi le Baba Hadjou? Je pense, avant de parler de Baba Hadjou, c'est vous savez, ça passe tellement vite qu'il faut profiter de toutes les occasions possibles et imaginables. Dès qu'on vous tend un mot, vous l'expliquez, on passe à autre chose. Alors, Baba Hadjou, c'est parmi les coutumes, des traditions qui ont disparu. Même les vieilles personnes, ils se rappellent à peine. Pour constituer cette fiche, on a fait des maintes recherches.
pour la constituer. Alors, elle marque les festivités, surtout le mariage ou les fêtes. Oui. C'est une personne, un personnage, Oui. avec un vêtement spécial. C'est une blouse en noir et un chapeau en paille grand. Et Ça a disparu, là, ça? c'est disparu. Ah, c'est dommage. Avec une canne et des chaînes. Alors il passe toute la ville, il traverse la ville pour annoncer Oui. la fête. La Wadat Sidi Djaber, elle existe encore? Ah oui, c'est lié au cru de Oued Mzab, Oui. puisque le Mzab, l'Oasis, et nous avons une palmeraie de 400 hectares. Elle est irriguée par le Oued Zegri qui vient au moins 2 fois par normalement avril et septembre. Oui. Et Sidi Djaber, c'est quand il y a une période de sécheresse. Il y a une partie, la population sort dans un lieu qu'on appelle l'Amiyid, c'est à l'est de la Palmeraie, et on fait un ma'rouf, taham, et la zorna, et le Coran, pour implorer Dieu, pour que l'Oued Zegrir vienne. Allez-y, bah, racontez-nous. Oui. Allez-y. Alors, اللي حبيت تهضر عليه تفضل برك. hein? اللي حبيت تهضر عليه. Moi je trouve qu'on ne parle pas assez de. Enfin, nous on fait ce qu'on peut. Hein. Mais je veux dire, dans le décor médiatique en Algérie, Oui. on ne parle pas assez des traditions de Gherdaya, du patrimoine de Gherdaya. On connaît Gherdaya que. Que l'architecture, la place du marché, c'est ça, et le puis, commerce. Et puis c'est des commerçants, et puis c'est des gens qui ont du nif et de la dignité. Ça on laisse, mais on ne sait pas assez de choses en réalité. Oui. On s'ignore nous-mêmes. C'est ça, c'est dans ce but que nous avons fait, c'est la sauvegarde Oui. du patrimoine. Puisque quand il y a un monument, puisque l'association c'est pour préserver les monuments, mais le monument on peut le restaurer. Mais là, une personne vieille, quand il meurt, elle s'éteint, c'est une bibliothèque qui s'éteint, C'est qui ça. brûle. C'est vrai. Donc c'est dans ce but-là que nous avions fait la sauvegarde. Il contient 40 personnes vieilles et 25 hommes et 15 femmes. Alors on a essayé de faire un entretien et d'enregistrer Oui. les festivités. Alors ce bouquin, il y a 60 coutumes et 40 savoir-faire. 40 savoir-faire qui ont plus ou moins disparu. Alors le but interne, c'est la sauvegarde, l'inventaire, la sauvegarde et sera, imaginez, c'est Grara Bark. Au niveau national, nous avons 1541 communes. S'il y a 1541, nous avons une encyclopédie de patrimoine. C'est vrai. C'est tellement riche notre Algérie. Oui, mais on ne connaît pas assez. Alors, c'est ça. Alors du coup, mais cet ouvrage est sorti en quelle année exactement? C'est 2018. Ah, 2018. Oui, le projet n'est pas encore clôturé. Ah, vous êtes encore dessus. Oui. Mais le projet il consiste en quoi au juste? C'est quoi? C'est le projet Il est financé par l'Union européenne dans le et cadre. l'Assemblée populaire de la Oui, Oued avec ses de finances. Gherdaya. Mais dans le cadre de l'appui, la sauvegarde et la protection des patrimoines culturels algériens. Non, mais j'adore par contre la précision de l'Union européenne. Le contenu de ce document ne reflète pas forcément la position Oui. de l'Union européenne. Ouais. Et après, c'est sympa, mais et après, ça change quoi? C'est une phrase inutile. Et Alors, puisque dans le temps, on a restauré plusieurs oui, des tours, des remparts. Mais ça, c'est une occasion que nous avons enregistrée. Oui. Puisque là, j'étais la modeste personne, j'étais le rédacteur. J'écoutais les enregistrements à les vieilles et je transmets sous fiche. non, parce que dans votre livre, effectivement, on retrouve l'ensemble des. Alors, c'est en partition. C'est en plusieurs parties d'ailleurs. Oui. C'est des chapitres. En Il y a partition, 4 je dis ça, genre un langage de musicien, tu vois. Non, c'est par rapport aux traditions, matérielles, traditions immatérielles. C'est par rapport aux lieux, c'est par rapport aux mets, par rapport à la nourriture, par rapport à. Il y a 4 aux chapitres. traditions. C'est ça. Pardon, il y a 4 chapitres. Le premier, Allez. c'était les festivités. C'est le patrimoine immatériel, il n'y a pas le matériel. Oui. Savoir. Donc, il y a le premier chapitre, c'est les festivités religieuses, qui Oui. compte à peu près 23. Et il y a le chapitre festivités familiales, le mariage, les circoncisions, etc. Il y a les festivités diverses, qui est M. Djabri et l'autre. Il y a le savoir-faire. Il y a les jeux. Oui. Oui. C'est super. Ce livre, on peut se le procurer où? Il était exposé à la foire du livre, il est à Guerrara. Il est carrément au Guerrara. À Guerrara, oui. Pour Sinon, le moment, il est à Guerrara. Et sinon, dans d'autres villes, à Betna, à Bdjaya, Il n'y a à pas encore Djelfa, diffusé, Tlemcen, puisque le projet n'est à pas encore Oran, à Chlef.
Non, pardon, puisque le projet n'est pas encore clôturé. C'est pour ça qu'on n'a pas mis en vente. Mais quand vous dites... Attendez, c'est quoi le projet qui n'est pas clôturé? C'est quoi? C'est un projet de restauration? C'est un projet de quoi? Non, c'est un projet au niveau de l'Union européenne. Donc c'est limité par 2 années. Oui. De 17-2018. À partir de juin 2019, Inch'Allah, il sera... Ce projet. Oui. Il y a eu des chantiers de restauration sur place? Hein? Il y a eu des chantiers sur place? Oui, des chantiers. C'est le monde après 2016-2017. Nous avons quand des photos, j'ai transmis des photos. La restauration des tours, des remparts, des puits, le système d'irrigation. Il y a tout ça. Et on a édité ce livre plus un CD où on a fait un extrait. Il y a 6 coutumes, plus 3 jeux. Oui, et en 3 versions. Ouais. Anglais, français, amazigh. D'accord. Oui. Le film il a eu la branche d'Olivier d'Or au niveau de Tizi Ouzou, le film amazigh à Tizi Ouzou. D'accord. Oui. Bon. Le patrimoine, le but c'est premièrement c'est la sauvegarde, deuxièmement ça sera une plateforme et une base de données pour les étudiants en sociologie, anthropologie. Parce que maintenant nous avons fait l'inventaire. Et donc l'analyse, l'exploitation, la crédibilité, est-ce qu'on peut les ressusciter? On peut les remettre au goût du jour. Oui, oui. Et la création pour les artistes, on peut faire des films, on peut faire des peintures, des tableaux, des pièces de théâtre. Donc, c'est un début. C'est un début. C'est très bien. Bon, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et on espère que ça aboutit sur le tourisme, parce que c'est l'essentiel. Oui, le putain. Parce que... C'est affreux. Vous avez un hôtel dans la région? À Guérin, c'est ce qui manque. Et est-ce qu'il y a des auberges dans la région? Oui, il y a des auberges. Ah, il y a des auberges. La Palmeraie, on peut prendre... Il y a surtout des délégations qui viennent au niveau de Gardaya. On les prend pendant, par exemple, la demi-journée. Mais vous êtes à combien de kilomètres du... 120 km. C'est rien. C'est rien. Une heure et demie. Et moi, j'ai pris plusieurs fois comme guide touristique. Mais par formation, je suis un ancien cadre de son et gaz. D'accord. Ingénieur en solaire. Oui, donc ça c'est une... ça c'est une autre passion. Oui. Alors, mais c'est le but pour le تعرف. Alors quand il y a une devise يسموها بالعربية نترجمها لك. المعرفة. أيوة. والتعارف والاعتراف. Donc le savoir et l'aعتراف, la reconnaissance et la connaissance. Quand la personne, un coup en Algérie, Tlemcen ou la Tamarrassat, je ne connais pas les traditions. Quand je le connais, donc le ma'rifa, le savoir, donc maintenant je le connais. Oui. Le respect, la tolérance et le respect entre les... et vivre en paix ensemble. Subhanallah. Obihamdi. Shukran. Vous revenez? Quand le programme sera fini, vous revenez? Le programme? Quand le programme finira. Juin. Oui. 15 vous reviendrez? Inch'Allah. Ah oui, c'est bientôt. En plus. Si vous nous invitez, parce que c'est la 10e fois que je viens à le studio, c'est la 10e fois. Canal Algérie, c'est la première fois. Mais chaîne 4 مع قاسم. D'accord. Oui. Et là, c'est bien aussi. Il y a 15 jours que j'ai passé. Mais Canal, c'est bien aussi. Non, je ne vous cache pas. Canal Algérie, نقول لك ملي بدات وافون هذه chaîne 3. Depuis 74, je suis دائما في الدار. والله. دائما. C'est très documentaire et surtout انت يعني بونجور الجيري. 74 كنت مازال ما زدتش. لا ما اسمح لي بونجور الجيري. C'est gentil en tout cas. Bonjour Algérie, c'est documentaire. Oui. C'est riche en documents, en culture. Masha'Allah, du point de vue tourisme, du point de vue... نعرفوا بلادنا. Non, Canal Algérie... On espère faire mieux surtout, tirer les gens vers le haut. Et on la voit comme une fenêtre de l'Algérie. Oui, on espère en tout cas avoir plus de moyens, plus de qualité dans les travaux. En tout cas, merci à vous, ça nous touche sincèrement au nom de tous. Alors du coup, vous reviendrez après le 4 juin, après la clôture de ce fameux programme de coopération, recueil sur le patrimoine immatériel de Guérara, Association pour la préservation du patrimoine de Guérara, c'est l'ASPG. Vous êtes le président Moussa Hadj Moussa. Vice-président. C'est qui le président? Non, le mandat l'IFAD, on a fait un changement. J'étais vice-président, président, maintenant je suis
Vice-président. Problème de disponibilité. Vous me rappelez une parade politique en Russie et... خلاص فهمنا. فهمنا صاي؟ j'adore. Je serais honoré, sincèrement, de venir chez vous, de rencontrer la population locale et de vivre une petite période en immersion dans le Grara. Si vous permettez, pour le patrimoine, nous sommes l'Algérie est riche. Je souhaite un appel pour toute les jeunes tawana. Ils diminuent un peu les fils, les oreilles, où ils s'assoient avec les vieilles femmes, les vieilles personnes. Quand le patrimoine, يروح الشيخ هذاك يروح مع كلش. هذا ما نوصل. Oui. Et l'Algérie تاعنا est très très riche et elle est complémentaire. ما شاء الله. Par exemple, je saisis l'occasion, هنا في une coutume, peut-être parmi les 1541 communes de l'Algérie, la seule qui reste, le medfa نتاع المغرب. Le barod, au niveau de l'imsak et l'iftar, دائما jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai vu juste... Je comprenais pas d'ailleurs, je me disais qu'est-ce qu'il fait là-bas. Pourquoi le barod à cette heure? Oui. Et toujours, depuis 1910 ou la 11 jusqu'à présent, donc plus d'un siècle, on prépare. Voilà, je finis juste avec ça. Oui. Jusqu'à présent. Hein. Jusqu'à présent. Barod Oftor et Barod, c'est qui paye les cartouches? C'est pas le cartouche, c'est Qarabila. Je connais, Allez, merci à vous, c'était un plaisir. On essaie de charrier parmi le patrimoine à conserver, préserver. Ouais, patrimoine classé. Oui. Et ben ça tombe très bien. Vous avez parlé aujourd'hui du Grara, donc on peut parler de la région. Et d'ailleurs, la vallée du Mzab est classée parmi les 7 lieux au patrimoine mondial. Les 7 lieux algériens classés au patrimoine mondial, les 7 patrimoines, ça tombe très bien, on en parle ce matin, c'est Farah Tibouch qui nous dresse la liste des 7 lieux, des 7 patrimoines. Les voici en images. Merci encore. C'était un plaisir. Je viendrai avec plaisir. À tout moment. Et on se retrouve juste après. La Convention du patrimoine de l'humanité définit le genre de sites qui peuvent être inscrits sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. L'Algérie, qui a ratifié la Convention en juin 1974, a déjà inscrit 7 lieux au patrimoine mondial de l'humanité. Le premier site inscrit est la Qala des Bani Hamed en 1980. Un site archéologique situé près de la ville de Msila est constitué de ruines préservées à 1000 mètres d'altitude. La Qala des Bani Hamed a été fondée au début du XIe siècle par Hamed, fils de Boulourine, fondateur d'Alger, et abandonnée en 1090 sous la menace de l'invasion hilalienne. Toujours à l'est du pays, dans la wilaya de Sétif, le site de Djmila fut inscrit en 1982. Il abritait une ancienne colonie romaine fondée sous le règne de Nerva. L'antique ville est un bijou de l'architecture romaine en Afrique du Nord qui a su s'adapter aux contraintes du site montagneux. La ville possède aussi son propre Sénat et son forum. Durant la même année, d'autres localisations ont été inscrites au patrimoine de l'humanité, comme le site de Timgad dans les Aurès et Tipaza. Ce dernier est composé de 3 lieux, 2 parcs archéologiques et le mausolée royal de Mauritanie, situé sur le plateau du Sahel occidental d'Alger. L'année 1982 sera aussi marquée par l'inscription de la vallée du Mzab. Créée au Xe siècle par les Ibadites autour de leurs 5 sours, l'architecture du Mzab a été conçue pour la vie en communauté tout en préservant les structures familiales. Plus au sud, on trouve le Tassili Nadjer, inscrit en 1982, ce site mixte aussi bien culturel que naturel et d'un grand intérêt géologique. Il abrite l'un des plus importants ensembles d'art rupestre préhistorique du monde. Plus de 15 000 dessins et gravures permettent d'y suivre, depuis 6 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de notre ère, les changements du climat, les migrations de la faune et l'évolution de la vie humaine aux confins du Sahara. Autre site phare, inscrit au patrimoine de l'humanité, la Casbah d'Alger, qui a rejoint la prestigieuse liste en 1992.
Le terme Kasbah, qui désigne à l'origine le point culminant de la Médina de l'époque ziride, s'applique aujourd'hui à l'ensemble de la vieille ville d'El Jazair, dans les limites marquées par les remparts d'époque ottomane, édifiés dès la fin du XVIe siècle. Outre ces sites déjà inscrits, l'Algérie a l'intention de proposer 6 autres sites à répertorier au patrimoine de l'humanité. Il s'agit notamment des oasis à Fougara et les qsours du Grand Terre occidental, mais aussi Oued Souf ainsi que les parcs des Aurès avec les établissements oasiens des gorges du Roufi et d'El Qantara. Voilà, Farah Tibbouch qui dressait donc cette fameuse liste des fameux lieux classés au patrimoine mondial de l'humanité. Et elle a parlé aussi de ces fameux sites qui attendent d'être classés. En même temps, il faudrait peut-être aussi les réhabiliter. Excellente matinée à vous tous. On va parler d'un tout autre emploi. On va passer à la ressource humaine. On va passer au monde du travail, au monde de l'emploi. Avec nous ce matin sur le plateau, Dahwa Msaoudi, bonjour. Bienvenue à vous. Alors vous êtes, pour reprendre un peu ce que vous dites, nous avons eu d'ailleurs un échange ce matin, très tôt dans la matinée, pour essayer de comprendre un peu votre domaine. Alors vous êtes consulting engineer. Alors en gros, vous êtes ingénieur conseil, si je ne me trompe pas. Vous intervenez dans un domaine qui est la ressource humaine. Votre service, enfin ce que vous proposez s'adresse au secteur des ressources humaines. Vous faites ce qu'on appelle vous me corrigez, de la relocation, service aux entreprises pour gérer la mobilité géographique des personnes. Exactement. Oui. Alors ça vient d'où ça ? Alors ça vient d'où ? À l'origine, ce métier a été créé dans les années 50 aux États-Unis. Oui. Donc voilà l'origine. Et c'est apparu en Europe en 1978 exactement, en France, par une femme qui s'appelle Sylvie Timowska, avec qui j'ai eu l'occasion de faire ma première formation. Et donc, c'est elle qui a amené ce métier en Europe en 1978, donc dans les années 80, 30 ans après les États-Unis. J'ai découvert ce métier à Paris. C'était en 2008-2009 quand j'ai commencé à faire de l'immobilier là-bas. Donc, à l'époque, j'étais d'abord négociatrice en immobilier, je travaillais pour une agence. Puis, petit à petit, j'ai créé ma propre structure là-bas et je travaillais essentiellement avec des sociétés de relocation. Donc de relocation. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai découvert cet univers. Mais relocation, ça consiste en quoi au juste ? Alors ça consiste en quoi ? Ce sont des sociétés qui sont mandatées par des entreprises, en général qui sont des grandes entreprises de type multinational, qui vont externaliser la partie gestion de la mobilité. C'est-à-dire lorsque ces entreprises ont une personne à muter, donc lorsqu'elle doit changer de territoire en l'occurrence, elle fait appel à une société de relocation qui va gérer tous les processus d'installation. De la personne en question. De la personne en question, voilà. Donc ça va être aussi bien la partie administrative, la gestion des permis de travail, de séjour, donc toute cette partie, puis aussi la fiscalité aussi lorsque ça s'impose. Mais aussi la partie logistique, qui est concrètement... Le logement, les commodités, les moyens logistiques de transport et autres. Exactement. Donc vous vous occupez de ça. Vous êtes la seule à faire ça en Algérie. On a connu ici sur ce même plateau des sociétés qui faisaient de la domiciliation, qui permettaient à des entreprises étrangères de venir s'installer dans un pays comme le nôtre. Et à ce moment-là, on s'occupait non pas du permis de travail, mais on s'occupait de toute la partie administrative, des papiers qu'il fallait obtenir, des autorisations également, de leur trouver un lieu pour l'entreprise. Mais on parlait très peu de la relocation, de cette autre partie qui n'est en fin de compte que l'aboutissement enfin pas l'aboutissement, mais un prolongement de la première partie. Quoi. Oui, absolument, c'est lié. C'est pour ça qu'on distingue en fait la relocation d'entreprise. Enfin, on parle aussi de relocalisation si on veut être précis, parce que relocation c'est le mot anglais. Donc soit on fait de la relocalisation de famille, ce que je fais, soit de la relocalisation d'entreprise. Donc vous faites ça depuis quand ici en Algérie ? Alors j'ai... À quel moment vous décidez de rentrer déjà ? À quel moment ? Ça c'est en 2014. Je suis 2014. Alors j'étais à Paris à cette époque. Je travaillais j'étais agent immobilier et je travaillais pour des sociétés de relocation. Et je me suis dit pourquoi pas aller en Algérie et créer une société de relocation là-bas. D'accord. Voilà comment ça s'est fait.
Donc je suis arrivée en 2014. En 2015, j'ai créé cette structure et qui a évolué au fil du temps, évidemment, puisqu'il a fallu aussi constituer son réseau de partenaires et comprendre le marché surtout et comprendre En même temps, si vous installez à Hedra ou du côté de la Tour ABC, vous avez fait le tour de toutes les multinationales ici en Algérie. Votre entreprise, vous l'avez appelée Héritage. Oui. Pourquoi c'est venu, alors c'était beau, c'était classe, c'est ça? Oui, alors... Il y a un côté un peu ça. Il y a une petite histoire liée à ça qui est en fait, à l'origine Héritage, c'est le nom d'une... c'est une marque de guitare. D'accord. Oui. Et, vous jouez de la guitare? Non. Ah non. Mais c'est à l'occasion, quand j'étais agent immobilier, on a fait un état des lieux à un moment donné, un état des lieux de sortie dans un appartement où habitait un vieux monsieur. Et à la cave, il y avait énormément de choses qui devaient être enlevées. Et il y avait un étui à guitare. Ancien. Et... Vite. Bah alors non, enfin disons, il était il y avait la guitare dedans. Voilà, et on m'a dit, donc eux, ils voulaient se débarrasser de tout ce qu'il y avait dans cette cave. Et j'ai dit, mais la guitare, quand même, c'est un instrument, ça a une certaine valeur. Elle avait l'air ancienne, au vu de l'étui. Et on me l'a offert. Et donc, je suis repartie avec cette... Et vous avez été chez un expert qui vous a donné le vrai prix. Non, mais c'est vrai qu'elle a une certaine valeur. J'ai fait une affaire. En fait, c'était une guitare électrique à l'intérieur qui est très ancienne et très peu utilisée, qui a été très peu utilisée. Et pour moi, voilà, c'était beau. Donc la marque, c'est Heritage. C'était une marque américaine. D'accord. Et vous en avez fait quoi de la guitare? Je l'ai gardée. C'est un objet pour moi qui a une grande valeur parce que je trouve ça beau. Cette histoire était... voilà comment c'est né. Ça, c'est pour la partie non, quoi. La partie non, puis en plus la symbolique du nom aussi, je la trouve intéressante, d'autant plus ici. Je trouve ça. Mais autant sur votre identité, on ne sent pas du tout que ça vient d'une guitare. Oui, c'est vrai. Ça fait plutôt un peu plus chic bobo, quoi. Alors du coup, vous vous installez en Algérie en 2000. Enfin, vous décidez de rentrer en 2014. Vous montez votre entreprise. Vous mettez 2 ans pour vous construire un réseau. Aujourd'hui, vous avez combien de relocalisation à votre actif? En entreprise. Sans vouloir faire le fisc, et sans vouloir calculer un peu le... C'est-à-dire en entreprise ou en termes de personnes? En termes de personnes, oui. En termes de personnes, on a une trentaine de personnes. Déjà installées? Oui. Sur les 2 dernières années ou sur l'activité réellement? Vous êtes entré quand réellement en activité? Je suis rentrée en 2016 en activité. Quand même. Oui, il faut du temps, du temps pour se constituer le... Bon, déjà le réseau de partenaires et puis aussi la prospection, elle se fait différemment ici. En fait, j'ai dû aussi m'adapter au marché et changer un peu de méthode de travail par rapport au relationnel. Oui, voilà. Ici, c'est pas pareil. Ici, c'est pas pareil. Comme avait chanté Mister Abbé. C'est une vraie chanson de rap. Hein. Ah oui. Tapez ici, c'est pas Paris, ici, c'est Alger. Vous allez rire au départ, mais après, vous allez vous rendre compte qu'il dit pas des choses bêtes. Son clip est idiot. Mister Abbé, tu sais très bien que tes clips ne sont pas les meilleurs. Mais en termes de texte, il n'était pas mauvais sur ce coup. Enfin, le message était pas mal. Et on l'embrasse d'ailleurs très très fort. Alors du coup, j'ouvre juste la parenthèse. Maintenant, parlons un peu des procédures. Alors, je suis une entreprise. Je contacte Madame Dahwa Massoudi à travers son entreprise Héritage Relocation. Alors du coup, la compétence est là. Vous vous trouvez dans un quartier qui est connu pour le nombre d'entreprises, donc de multinationales qui s'y trouvent. Vous avez une réputation et une expérience qui n'est pas à remettre en question. Alors j'arrive et je vous ramène le cas de mon entreprise. Dans mon entreprise, je vais faire appel à un Hollandais. Alors la question est pointue, attention, parce qu'elle part d'un fait réel. Alors, soit vous connaissez l'actualité, vous allez comprendre très vite, vous n'êtes pas obligé de dire de quoi je parle, soit vous me parlez juste de la procédure et puis on s'arrête là. Vous n'êtes pas obligé de reconnaître l'histoire. Je vais ramener un travailleur hollandais. Je décide de mettre ce travailleur à la tête de ma propre entreprise. Jusqu'à-là, tout va bien. Ce travailleur dispose de l'ensemble des capacités intellectuelles, physiques et en termes de compétences pour rejoindre mon entreprise. Ce Hollandais a une expérience fabuleuse, exceptionnelle. Il arrive à Alger, il s'y plaît, il prend possession de ses bureaux, enfin il prend ses marques et puis il accède à son bureau et autres. Alors du coup, par contre, qu'allez-vous faire pour mon Hollandais? Parce que je vous donne la fin de l'histoire. Mon Hollandais, au bout d'une année, vous êtes obligé de repartir parce que vous n'avez pas réussi à lui ramener son permis de travail. Ah. Je vous ai mis un cas. Il était déjà là. Enfin, en fait, il a pu rester toute l'année. À la fin, il part parce qu'il y a un problème. Non, je vous ai dit que je ramenais un Hollandais. Oui.
que cet Hollandais devait travailler chez moi. Oui. Jusque-là, tout va bien. Oui. Ce Hollandais est venu. Il est venu, reparti, revenu, reparti, revenu, reparti, par rapport aux périodes. Maintenant, je vous dis, qu'allez-vous faire pour mon employé hollandais? Alors, ça, si dès le départ, je viens vers vous, je vous dis, je vais ramener un employé. Cet employé va gérer ma boîte. Voici sa catégorie. CS+++++++ de chez plus. Et en plus, pas un pas comme un expatrié français ou autre. Un gars anglo-saxon, quoi, la mentalité autre. Ils savent ce qu'ils valent, donc du coup, eux, ils viennent pour bosser, pour être sympa avec tout le monde. Et puis, ils savent qu'à la fin du mois, ils sont payés mieux que tout le monde. Donc du coup, ils n'ont pas besoin d'écraser l'ensemble de leurs employés. Je dis ça, je dis rien, je ferme la parenthèse des Frenchies. On y va. Alors, pour bien réussir cette installation, en principe, il faut avoir fait l'audit avant l'arrivée de cette personne, c'est-à-dire tout est préparé avant l'arrivée de... Alors, vous préparez quoi, votre mission, c'est quoi? Moi, ça permet à ceux qui vous regardent aujourd'hui de se dire oui, Dahwa va régler tous mes problèmes. Moi, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas une fois que la personne est là qu'on règle ces problèmes. Ces problèmes doivent avoir été anticipés et même les éviter le plus possible. Par exemple, la personne, on sait ce qui va se passer. Donc déjà, la durée de sa mission, on la connaît à l'avance. On connaît le profil, le statut de la personne, si c'est une personne seule ou une famille. Et à partir de là, avec un certain nombre avec le cahier des charges, on organise l'installation avant qu'il arrive en Algérie. C'est-à-dire que je vais, par exemple, faire un planning de visite d'appartement pour pouvoir le loger dans un secteur qui m'aura été déjà donné. La question du permis, de travail... C'est le permis de travail qui m'intéresse. Alors ça, cette partie-là, pour qu'elle soit bien faite, moi je la traite avec un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc en principe, ce genre de problème, on ne les rencontre pas. D'accord. Oui, bien sûr. Ça, en gros, moi, mon activité, mon travail consiste à coordonner un réseau de partenaires, un réseau d'intervenants qui travaillent dans différents domaines. Et la partie migration, par exemple, est une partie qui est gérée par un cabinet spécialisé. Voilà. Donc, quand je vous dis en principe, on n'est pas censé rencontrer ce problème, et encore moins un an après. C'est là où ce que vous décrivez est intéressant, c'est qu'on n'a pas à voir ça comme... c'est un cas réel. Ah bah oui. Vous avez reconnu le cas ou c'est pas la peine? Ou non? Non. C'est un vrai cas réel. Ça s'est passé il y a 1 année et demie. C'était une grande entreprise qui a fait appel à un nouveau DG qui, au bout d'1 année, n'avait toujours pas son permis de travail. Donc, il l'a obligé à repartir et il a été remplacé par une autre personnalité. Mais c'est ça qui est anormal. C'est que quand c'est justement bien géré, on évite ce genre de problème. Puisque l'expatriation, c'est un coût énorme pour l'entreprise, aussi bien en termes de salaire. Vous avez donné un chiffre d'ailleurs. L'expatriation coûterait 1 million d'euros pour 5 ans. Enfin, le coût moyen de l'expatrié sur 5 années, c'est 1 million d'euros. Oui. Vous dire. Bon, on vous souhaite bonne chance. Merci, Mahrez. Je vous souhaite le 100e client d'ici la fin de l'année. J'espère, Inch'Allah. Ça va être 70 sur les 7 prochains mois, ça va être un peu compliqué, mais bonne chance, il faudra vous cramponner. Vous avez je finis avec cette dernière question sur le plan des ressources humaines. Vous-même, vous avez recruté des personnes avec vous? Pas encore, mais c'est en voie de... Pour l'instant, vous gérez... Je gère seul, puisque je travaille avec des partenaires, donc ça reste souple. C'est normal. Merci d'avoir été là. Dahwa Messoudi à la tête de Héritage. D'ailleurs, pour plus d'infos, www.héritage, puis je ne vais pas vous l'épeler, -du-6, relocation. C'est pareil, relocation sans S par contre, .com, pour avoir plus d'infos. Facebook page ou pas? Oui? Non? Non, pas de page sur Facebook? Non. Bon, voilà, Héritage Relocation. Merci d'avoir été là. Merci, bonne chance pour la suite. Merci à vous. Allez, quant à nous, tiens, on se retrouve dans quelques instants avec Maya Amrani et Linda Oumnia, docteur Oumnia, avec elle forcément on va parler nutrition. On va pas se sentir bête d'ailleurs ce matin. Alors, mais avant, c'est qui? C'est Maya Amrani d'ailleurs qui nous parle du mésolift du visage. On se retrouve juste après. Tout commence par une consultation initiale durant laquelle le spécialiste analyse les besoins de la peau. Ce soin s'effectue sur plusieurs étapes que nous allons suivre avec le docteur Oumnia, Linda.
Donc voilà, je sens que j'ai la peau un peu fatiguée et puis j'ai le problème de cerne. Donc moi ce que je vous propose c'est de revitaliser un petit peu votre peau, d'essayer donc d'améliorer la qualité de la peau et d'améliorer aussi la texture de la peau et éclaircir un petit peu ces cernes qui sont à la fois pigmentaires et vasculaires. Donc on va essayer de travailler dessus. Ce que je vous propose aujourd'hui c'est de la mésothérapie ou le micro-needling. Le mésolift, un classique des soins esthétiques révitalisants, hydratants, pour raffermir et donner un coup d'éclat. Elle est en train de lui appliquer une crème anesthésiante, juste topique, pour avoir, on peut le faire sans, il n'y a pas de souci, mais nous on aime bien, donc quand on le fait sans, et ça a une petite douleur, un peu, pas très douloureux, mais un petit inconfort. Il s'agit de mélanges nutritifs et revitalisants que choisit le médecin selon le type de peau. Donc notre mélange est là, donc on a à peu près 3 ml, parce on va faire le cou et le visage. Ensuite on a des aiguilles du Dermapen. C'est pour ça qu'on l'appelle Dermapen, ça ressemble un peu à un stylo. Où on a plusieurs aiguilles ici, qui tournent et qui provoquent des petites perforations au niveau des petits puits au niveau du visage. Et c'est avec ces petites injections, et on va napper seulement le produit et on va le faire pénétrer avec cet appareil. Donc là, c'est pas une aiguille pour être injectée, c'est juste pour napper, pour ne pas napper trop rapidement. Comme ça, on prend notre temps pour napper le produit. Donc voilà, donc on nappe le produit. On va passer au cerne dessus. Bien travailler chaque partie, donc c'est important, donc on essaie de travailler partie par partie. Ça va permettre au produit de pénétrer. La séance de micro-needling ou de mésolift vient de se terminer, donc vous voyez qu'il y a des rougeurs, on a un petit peu insisté sur les cernes parce que ça la dérange, on a fait aussi le cou et le visage en entier. Maintenant, on va la mettre sous une lampe LED, donc avec un protocole anti-inflammatoire pour anti-rougeur, pour diminuer un peu la rougeur. On ne va pas l'éliminer complètement et ça permet aussi de bien faire pénétrer, voilà, d'accentuer un petit peu cet effet de mésolift. Donc on a fait une lumière rouge, d'accord, sur un mode continu. On va mettre un peu de musique pour le confort et que la patiente soit bien apaisée. Voilà. Et donc, on est parti pour une dizaine de minutes. Voilà, voilà. Bah oui. On vient de terminer la séance de LED, donc on remarque que la rougeur vraiment a diminué, c'est très très agréable. Bon, en fait, la LED est une technique qui est très intéressante pour tous les post-actes et pour d'autres indications aussi. Ça nous permet de ne pas sortir trop rouge, donc on a un pays très chaud, beaucoup de soleil, donc toute rougeur peut provoquer des hyperpigmentations post-inflammatoires pour que notre traitement ne se retourne pas contre nous, donc c'est bien d'améliorer les rougeurs avant de sortir. On l'utilise aussi en post-laser, etc. Donc là, on va juste appliquer un petit fluide cicatrisant, donc qui va atténuer aussi les rougeurs. Qui va atténuer aussi les rougeurs et qui va aider à cicatriser plus vite les petits puits. Et avant de sortir, évidemment, on va lui mettre une crème écran. Donc c'est une protection. Une protection solaire avant qu'elle n'arrive chez elle. Surtout là sur le contour de l'œil où j'ai un petit peu insisté. La peau se recolore, prend de l'éclat pour une meilleure hydratation cutanée. Excellente matinée. Tiens, c'était Maya Amrani, le mésolift du visage. Comment ça va bien, Maya? Ça va, bonjour Meflez, bonjour à vous tous. Vous avez mangé quoi hier soir? Bonjour à notre invité. Bon, eh bien, comme tout le monde, hein, moi c'est une soupe de légumes hier soir. Hein. Ouais. Ça ne vous intéresse pas? Vous mangez quoi pendant Ramadan, docteur Mia?
Je mange comme tout le monde, hein, de la harira, des boureks, mais je fais attention à la manière avec laquelle je les prépare surtout. Hein. Avec la manière de les préparer qui est peut-être différente des autres. Absolument. Ouais, sa méthode. Oui, voilà. Alors ce matin, nous allons parler déshydratation. Comment s'hydrater? Oui, au four. Oui, au four, oui. C'est moins gras. C'est plus sympa de poser la question à une nutritionniste que quelqu'un qui va nous bourrer comme un canard. Hein. Un peu comme vous et ma mère. Ah, moi non. Manger chez vous en gros série à une allure extraordinaire. Alors moi pas du tout. Pas du tout. Vous venez manger chez moi, vous allez faire un régime terrible. Subhanallah. La soupe de légumes, pas de bourrek ou alors au four. Pas de viande sucrée, pas de ces choses-là. Ok. Non, pas de sucrerie. C'est noté parce que je vis à Alger ces derniers temps, donc du coup c'est noté. Voilà, alors du coup, ce matin on parle de... Alors, en période de jeûne, et effectivement, le risque de déshydratation est beaucoup plus grand et plus important. Et avec nous, Dr Oumnia Linda, elle est nutritionniste, elle est aussi spécialiste en médecine esthétique et qui va nous donner des conseils et qui va nous apporter un plus pour mieux savoir. Inch'Allah. Alors, comment se nourrir et comment commencer la rupture du jeûne pour essayer de s'hydrater d'abord? Bah oui, il est très important de s'hydrater parce qu'on passe quand même pratiquement 15 heures à jeûne, donc en jeûne pendant une quinzaine d'heures. Donc au début, l'iftar, on est tous déshydratés. Donc il est très très important de s'hydrater. On est en mois de mai, donc il fait quand même assez chaud. Et donc, commencer l'iftar avec 2 verres d'eau, c'est l'idéal. L'hydratation est très très importante pendant le Ramadan parce que c'est primordial pour notre métabolisme, pour notre peau, et ça nous permet de tenir quand même un mois de jeûne, c'est quand même long. Donc, il est très, en plus en une période assez chaude. Donc, commencer l'iftar avec 2 verres d'eau est très important et attendre quelques minutes avant de commencer de se mettre à table, ça nous permet un peu d'hydrater nos cellules et et surtout pas fraîche, surtout, donc température ambiante parce que notre corps est à 37 degrés, il ne faut pas provoquer de choc thermique. Déjà, il faut commencer ce genre de traitement, pour ainsi dire, depuis toujours, hein, le matin au petit déjeuner, déjà avant au réveil, on dort 6 à 8 heures, on se réveille également déshydraté. Voilà, on doit prendre un verre d'eau tiède. Voilà, pour essayer... ou à température ambiante, si on est en été. Pardon? À quelle heure? Il n'y a pas d'heure. Je ne parle pas du ramadan spécialement. Ah oui. En dehors du ramadan au petit déjeuner. Je me suis dit, Maya Abrani vous a fait une fête ce matin. Bon, au réveil, pour éviter déshydratation, buvez un verre d'eau. Oui, tout à fait. Oui. En temps normal, hein, avant de prendre le petit déjeuner, vous allez éliminer avec aussi un verre d'eau. Et ramadan, donc vous dites rupture du jeûne avec de l'eau? Avec 2 verres d'eau, oui. Ouais, voilà. Ça permet de nous hydrater et ça nous permet aussi de ne pas... ça permet de caler un peu. Voilà, de caler un peu, oui. Et de ne pas avoir cette frénésie de manger vite et d'avoir... Donc prendre 2 verres d'eau, attendre un petit moment. Ensuite, la soupe et la sharba ou la harira ou la soupe de légumes, c'est de l'eau également. Donc ça nous permet... C'est pour ça que c'est très intéressant. Tout le monde, c'est une tradition, mais c'est aussi c'est excellent pour la santé, c'est de l'eau. Oui. Hein, donc voilà, donc il est plus important de nous hydrater que de nous alimenter. Hein, donc voilà, on tient plus en ne mangeant pas qu'en ne s'hydratant pas. Ou alors prendre des légumes parce que c'est aqueux. Absolument. Et ça contient quand même beaucoup d'eau. Absolument. Et des fruits manger également. Des légumes, beaucoup de fruits. Absolument. Durant la soirée. Voilà. Et puis ne pas trop se jeter sur le thé que l'on consomme toute la soirée en se disant on va éliminer, on va digérer les effets. Le thé, c'est très bien, il est fait à base d'eau, mais il ne faut pas oublier que le thé est un diurétique, hein, donc ça permet d'éliminer de l'eau. Donc ça bien d'en prendre. Lequel des thés parce le thé vert, hein, on parle du thé vert. On ne parle pas du thé de celui qui est vendu par les vendeurs de diabète qui poussent dans tous les quartiers du pays. C'est quoi ça? Vous connaissez pas les vendeurs de diabète? Le vendeur, ah oui, oui, avec beaucoup de sucre et voilà. La promotion du diabète, elle est faite dans tous les quartiers maintenant. Alors, on les salue parce que c'est des gars qui sont super, la plupart c'est des diplômés. Ils travaillent dans des boutiques de thé qui viennent du sud du pays, enfin c'est des jeunes qui viennent du sud. La concentration de sucre. Ah oui, non mais ça c'est explosif. Ouais, c'est explosif. Entre sherbet et le thé. Ah oui, non. Mais on parle d'un thé vert quoi. Un thé vert ou un thé noir, du thé.
Pas très sucré, quoi. Bah, en principe non sucré, mais bon, Zéro. après, voilà, oui, on peut, pour ceux qui ne supportent pas le thé non sucré, mais il faut savoir qu'il ne faut pas en abuser pendant le ramadan parce que c'est un diurétique. Savoir comment s'hydrater, il faut savoir que 1,5 litre d'eau est l'équivalent de 6 à 7 verres d'eau. Donc si on peut, ça nous permet un petit peu d'avoir de nous orienter un petit peu combien on boit. Donc les 2 verres d'eau à jeun, juste mal aden. Ensuite, après le repas, on peut prendre un verre d'eau. La shorba, c'est de l'eau aussi. Les fruits et légumes ramènent de l'eau. Ensuite, on est déjà à 3 verres d'eau. Si on rajoute encore 3 verres d'eau entre la soirée au sahur et avant de dormir, on est déjà dans notre 1,5 litre d'eau, voire plus, parce qu'on a aussi tout ce qui va avec. Donc c'est comme ça qu'il faut s'hydrater pour ne pas oublier, parce qu'il y en a beaucoup qui boivent à la bouteille, etc. On ne sait pas ce qu'on boit. Il faut comptabiliser un petit peu nos verres d'eau. Après, ça devient une habitude. On a nos 2 verres d'eau al-adan, un verre d'eau après, les fruits, de l'eau, et avant de dormir, on prend un verre d'eau. Sur 1,5 litre par jour. 1,5 litre plus le thé, plus les fruits, plus la shorba et tout, ça, et les légumes, ça ramène tout ça, ça ramène de l'eau. On arrivera à nos 2 litres d'eau facilement. Hein. Voilà, comme les personnes qui mangent beaucoup de pastèques, par exemple. La pastèque c'est très hydratante. C'est la saison ou pas? Parce que c'est la saison, oui, elle est... Mais elle n'est pas goûtée, je trouve. Si, c'est comme la fraise. Elle est excellente, ça dépend après vraiment la saison. Mais ça, je suis à la saison, c'est l'été. Si, on en trouve quand même. Elle est grosse, partout. Elle est rosâtre, mais elle n'est pas forcément... Elle est hors saison, là, encore. Elle n'est pas encore... Ça doit être du sous-serre. Mais en tout cas, c'est un fruit hydratant. On peut appeler ça un fruit. La fraise est de saison. Oui, la fraise est de saison, c'est la fin maintenant. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Je sais pas pour vous, mais en termes de goût, moi, enfin, je ne suis pas très portée sur la fraise. Fade. On est loin de l'époque de la petite fraise. Parfumée, sucrée. Ah oui, absolument. Là, on est sur de la belle fraise. Alors, tu te dis si c'est pas une orange ou une... c'est ça. C'est de la mandarine, des fois la taille, mais tu presses, tu fais du jus. Aucun goût, c'est vrai. Alors, pour ça, il faut faire des cocktails. Ah ben, moi aussi, je mets du mazar. Il faut faire des cocktails avec, dans le mixeur, mettre fraises, pastèques, et puis ça permet de... Un petit cantaloupe, ça donne du goût. Voilà, de boire. Vous avez goûté le cantaloupe des fruits. Oui, pas mal, très beau, très bon. Oui. Mais après, voilà, l'alimentation aussi, il faut faire attention. Alors, sahur, il y a beaucoup de personnes qui mangent beaucoup et qui vont dormir. Oui, il ne faut pas manger beaucoup. C'est bien de manger sahur, ça permet de prendre un peu de glucides, c'est bien, ça permet de tenir un petit peu dans la journée. Une protéine aussi, des fruits, des légumes. C'est bien de prendre par exemple un peu de couscous au blé complet, rajouter des légumes à la vapeur avec un petit filet d'huile d'olive. Ça permet de tenir un petit peu la journée et ça permet d'avoir quand même quelque chose dans le ventre. Voilà. Et dormir direct. Et dormir direct, non, c'est l'idéal. L'idéal, c'est de prendre ça, disons, un peu avant. Ça permet avant, par exemple, vers minuit, manger à 3 h du matin et aller s'endormir. C'est vrai que c'est pas très pratique. Mais il y a des gens qui... Mais on n'a pas digéré, on digère pas. À 4 h du matin, tu viens tout juste de manger. Mais beaucoup ne dorment. Tu te réveilles. Beaucoup ne dorment pas tout de suite. Ils ont le rituel de le fajr, etc. Il y en a qui mangent un peu tôt et puis qui font leur prière, qui prennent le temps quand même le Coran et ça permet un petit peu de digérer. Le couscous c'est très digeste, on le digère facilement. Le couscous c'est comme McDo, tu as l'impression de ne plus avoir faim, mais tu as faim 10 minutes après. Voilà, c'est ça, exactement. C'est peut-être bon à l'intérieur, mais psychologiquement, tu n'as rien fait. En prenant le avec des légumes, avec du petit lait, c'est quand même hydratant et c'est digeste. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que pendant le repas, il faut évidemment... on ne va pas changer les habitudes culinaires algériennes comme la charba, et qui est un mets qui est très riche et qui est très, très intéressant, mais seulement il faut éviter de mettre de la matière grasse et éviter les viandes grasses comme le viande. Et éviter trop d'aromates aussi. Absolument. Les aromates, quand on met des herbes, c'est très bien. Donc à la charba, il y a dedans des légumes, des glucides de frais, il y a dedans il y a plein, mais il faut enlever la matière grasse et mettre de la viande maigre, de bœuf et les bourrecs au four. Et je pense que c'est un repas qu'on peut maintenir. Alors le conseil, c'est boire. Et pour ce qui est de mais l'hydratation, pas de gazeuse. Surtout pas. Alors là, c'est la déshydratation assurée. Il faut favoriser l'eau, absolument. Et puis, on peut faire des jus. Il y a du citron, il y a de l'orange, il y a de la fraise. On peut permettre de faire des jus de fruits. Franchement, c'est dommage parce que nous, on est au printemps. Il y a plein de légumes nous avons des fruits.